Vanessa, pour résumer un peu, hein, c'est une passionnée, pas seulement de la compta, mais aussi de la condition féminine. Vous l'avez certainement rencontrée en zappant sur Canal, notamment dans Le Cœur des femmes. Elle est une invitée régulière, je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. Elle a, en dehors de ça, été étudiante en France au début, puis aux États-Unis, où elle a été diplômée en expertise comptable. Elle est agréée dans ce domaine, que ce soit aux États-Unis comme en CEMAC, ce qui est rare, pour dire quand même que c'est quelqu'un qui pourra vous accompagner même dans votre expansion internationale, notamment vers les pays de l'anglophonie, et qui sont maintenant dans le Commonwealth. C'est cohérent. Vanessa, après ses études aux États-Unis, est allée à Paris, a travaillé pendant quelques années chez Deloitte, 4 ans, quelque chose comme ça. Après Deloitte, elle s'est lancée dans son expérience africaine. Elle a pris pour porte d'entrée vers l'Afrique le Bénin, à travers le groupe Ecobank, à la direction du contrôle financier, si je ne m'abuse. Là-bas, elle fera combien 2 ans 2 ans. Après 2 ans au Bénin, elle revient au Gabon, elle rentre chez Pangola, un groupe international, elle fait 1 an. Après 1 an, elle se dit qu'elle n'a pas envie de voir les trains passer, n'est-ce pas? L'expression qu'elle emploie, fidèle à ce que tu as dit. Et elle décide de créer son propre cabinet, donc Ellipsis voit le jour en 2014. En 2014, elle crée Ellipsis, elle se dit qu'elle a envie de placer sur le marché une offre qui soit assez innovante, une ligne de service qui sort un peu de ce qui se fait habituellement, donc ne pas être réduite dans la casquette expert comptable, mais développer tout ce qui est l'aspect conseil, accompagnement et formation. Alors aujourd'hui, Ellipsis, c'est 15 employés à peu près. C'est autant des PME que des filiales de multinationales, ce qui est déjà remarquable pour quelqu'un de notre génération. On a à peu près le même âge, 1982, on aura 41 cette année, si c'est pas déjà fait. Et Vanessa, donc avec cette clientèle, on l'a surnommée, là je cite Jeune Afrique, la copilote des PME. C'est ça le surnom, la copilote des PME. Et la thématique de ce soir, que je rappelle, c'est l'importance des états financiers de clôture pour la recherche de financement et l'accès au marché, enfin l'obtention de marché, est une thématique pour laquelle elle a développé une ligne d'offre des services dédiée aux PME, notamment son travail sur les PME à travers Ellipsis, c'est notamment la problématique de l'accès au financement. Donc c'est tout légitimement qu'elle a été choisie ce soir pour présenter. Le but pour nous avec Hassan, c'est pas, vous avez pu constater qu'on n'a pas une régularité vraiment dans nos rencontres de networking. La preuve, celle-là c'est la première de l'année. La dernière a eu lieu à la mi-novembre. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on ne veut pas vous faire venir pour des choses qui n'auront pas une rentabilité, une utilité quasi immédiate quand vous allez sortir d'ici. Nous, le but, le souhait, c'est que quand vous sortiez de là, on réussisse à vous faire réaliser des gains de trésorerie ou des profits. Si ça n'a pas cet impact-là, c'est pas très intéressant pour nous. C'est l'ambition, je ne sais pas si on l'atteint. J'ai eu des retours des précédentes éditions, semble-t-il que pour certains ça a été le cas. J'espère que pour celle-ci ce sera encore le cas pour beaucoup plus de personnes. Et je sais que Vanessa a de grands talents oratoires, je le dis parce qu'avec Patrice, que je ne vois pas, Patrice, lève la main s'il te plaît. Patrice Mihindou, tu peux te lever. Patrice Mihindou, je tiens quand même à lui faire hommage parce que c'est lui qui a choisi le sujet de ce soir. Choisi, c'est trop dire, mais c'est lui qui l'a inspiré. C'est un comptable, il a son propre cabinet. En parallèle, il est chez le groupe Kaby. C'est lui qui m'a inspiré ce sujet, comme pour l'optimisation fiscale, c'était Elsa Nguessani qui est absente parce qu'elle est à Dakar actuellement. Et quand on a été chez Vanessa pour lui faire la proposition, elle nous a fait une présentation, enfin elle nous a presque fait déjà l'exposé, mais en résumé, on était séduits. Franchement, elle a un certain érotisme de la voix qui est très, très agréable. Permettez la métaphore. Bon, Vanessa, sans plus tarder, sans te faire trop d'éloges, je te passe la parole. Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai distribué des petits papiers tout à l'heure. Est-ce que tout le monde en a eu un? Alors, tu mélanges un peu. Oui. Toi aussi? Oui.
Tout le monde travaille ce soir. Mais c'est bien ça. Je veux bien. Ouais. Qui n'a pas eu de papier? Oui, quelqu'un a proposé de mettre de l'argent dans la boîte en contrepartie du papier, ce serait pas mal. J'apprécie, on n'en a jamais assez. Tout le monde a eu son petit papier. Tout le monde a eu son petit papier. Donc on va essayer de rendre les choses un peu interactives parce que parler de compta et d'état financier, c'est jamais vraiment très sexy. Donc on va essayer de rendre ça intéressant pour tout le monde. Alors, qui a tiré un petit papier avec l'indication chef d'entreprise? Soyez pas timide, levez la main, pas plus haut que ça quand même. Ok. Dans tous les chefs d'entreprise, sur le papier, hein, on s'entend. On est, donc cette semaine, on sera à fin avril, et donc c'est la date limite de dépôt de votre déclaration statistique et fiscale aux impôts. Qui a joué? Moi. Il y a quand même beaucoup moins de mains que tout à l'heure. Ok, bon, on va revenir dessus. Donc, quand on parle de l'importance des états financiers pour la recherche de financement et l'obtention de marché, je trouve ça un peu long. Donc, je me suis dit que c'est pas très sexy comme titre, et du coup, je voulais revenir sur les mots-clés. Donc, on parle d'état financier, on parle de financement, et on parle de marché. Et chez Ellipsis, c'est notre trigramme, notre trinôme gagnant. Donc on parle de compétences, on parle de financement et on parle de marché. Parce que si on vous donne de l'argent aujourd'hui, si quelqu'un vient vous dire « Ok, bon, je te donne 100 millions », la question c'est est-ce que vous êtes prêt à les recevoir? Et la plupart d'entre nous ne le sommes pas. Vous êtes d'accord ou non? Ou tout le monde, il y a quelqu'un qui se dit que si on me donne 100 millions aujourd'hui, je sais quoi en faire? N'hésitez pas à objecter. Qu'est-ce que tu ferais? Non, mais tu vas la financer comment? Parce que, bien sûr, on va pas aller à Bora Bora, mais... Je vais pouvoir régler mes factures dans les temps, mais je laisserai m'éviter de faire appel aux banques, parce que les taux des banques sont excessifs, par exemple. Ok, on va revenir là-dessus parce que... ok, d'accord. Je vais faire. Déjà, à chaque mois, début ou fin du mois, j'ai toujours ce qu'on appelle des budgets de structure. Ça veut dire que là, par exemple, si j'ai 2 dettes, si je reçois, j'évacue ces dettes-là. Et ensuite, si j'ai un projet, je pense que j'ai 100 millions, je pense à ce deuxième projet-là que j'aurais déjà travaillé en amont. Ça veut dire que structurer le projet de base, etc. Qu'est-ce qu'il me faut pour commencer? Donc vraiment, je mets sur toutes mes priorités. Et en plus, quand je me fais aussi plaisir. C'est bien de penser à se faire plaisir. Alors pourquoi, à quoi servent donc dans chacun des groupes? Je vais vous rappeler les groupes. Donc on a des chefs d'entreprise sur papier, on a des banquiers et des investisseurs toujours sur papier, et on a des clients et des fournisseurs toujours sur papier. Et j'aimerais que certains d'entre vous puissent me dire quelle est l'importance des états financiers pour chacun de ces groupes. Donc typiquement, on parle là des états financiers du chef d'entreprise. Donc à quoi sert
vos états financiers pour un de vos clients ou l'un de vos fournisseurs. Si un de vos clients ou un de vos fournisseurs vous demande des informations financières, à quoi ça lui sert? Ça sert à prouver notre crédibilité auprès soit de notre financier, enfin de notre fournisseur ou de nos clients. Crédibilité dans quel sens? Dans le sens de la gestion de notre entreprise. D'accord. Ouais. Crédibilité pour un. Pour quelle autre raison vos clients ou vos fournisseurs peuvent vouloir avoir accès à vos états financiers? Vous ne travaillez pas beaucoup derrière, hein? Je vais aller m'asseoir à côté d'eux, je crois que c'est mieux. Je viens m'asseoir à côté de Freddy parce que depuis qu'on est petit, il n'aime pas travailler. Ah non, je suis là, j'attends que tu répondes à ma question. Allez, Frédéric. Tu vois, depuis qu'on est petit, tu es comme ça. Donc, pour un client, pour ton client, ton fournisseur, à quoi servent tes états financiers? Pourquoi il demande tes états financiers? Pour le client, c'est une manière de s'assurer que l'entreprise est viable et donc de sécuriser son approvisionnement. Parce que si votre entreprise n'est pas viable, il aura peur du fait que du jour au lendemain, vous ne soyez plus en mesure de lui fournir le service ou les produits dont il a besoin dans son cycle de production. On sent un professionnel, merci. Et les fournisseurs, pourquoi ils nous demandent nos états financiers? Vos fournisseurs ne vous demandent pas vos états financiers. Bon, c'est la capacité oui, principalement pour savoir s'il peut payer en temps les différentes échéances, donc 45, 65, 90 jours. Donc c'est principalement ça. D'accord. Et en tant que chef d'entreprise, à quoi nous servent nos états financiers? Jacques, j'ai envie de te poser la question. Pour avoir des financements, par exemple. Pour le recrutement, en fait. Pour également les actionnaires. Ça peut être un point fort pour les actionnaires. Et l'état financier pour permettre justement de diversifier son activité, aller investir dans sa boîte de nouveau. En fait. J'ai bien aimé la réponse de Jacques parce que c'est rare qu'un chef d'entreprise reconnaisse que les états financiers et l'information financière de façon générale, ça sert d'abord pour nous. Ça nous sert d'abord avant d'être les informations qu'on met à la disposition d'autres personnes, que ce soit les banques, que ce soit les impôts. C'est d'abord une information qui nous sert à savoir nous où on en est. Jacques a triché quand même pour info. C'est pas grave, c'est accepté. Jacques fait de la banque d'affaires à Paris. C'est accepté, c'est pas grave. On l'accepte quand même, on n'est pas difficile. Donc je trouve qu'on a tendance à oublier, moi je vois chez mes clients, qu'ils ont tendance à oublier que les états financiers c'est d'abord pour eux. Donc ils arrivent en nous disant ok non mais ça fait tant de temps qu'on n'a pas déclaré, on a besoin de tout restructurer, tout ça, d'accord. Ok, pour les impôts, d'accord. Mais comment toi tu sais où tu en es? Comment toi tu sais comment tu gagnes? Comment toi tu sais si tu gagnes réellement de l'argent? Est-ce que tes prix sont fixés correctement? Est-ce que tu es juste en train d'engranger du cash, mais en fait réellement c'est pas du cash qui reste? Tout ça, comment tu sais? Et la première étape, pour moi le premier rôle de l'information financière, c'est ça. L'information financière, c'est un outil de communication et ça sert d'abord à communiquer avec soi pour prendre des décisions. Et on est trop nombreux à ne pas en savoir assez sur nos entreprises. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue aujourd'hui, on va vous demander combien vous faites de chiffre d'affaires. Je sais que nous, les cabinets, par exemple, on nous demande le rendement de nos collaborateurs. C'est-à-dire, vous avez 15 collaborateurs, 20 collaborateurs. En gros, quel est le rapport de vos collaborateurs au chiffre d'affaires que vous faites? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir le nombre de collaborateurs que vous avez ou est-ce que vous devez vous poser la question de l'adéquation de ces collaborateurs par rapport à votre activité, parce que ça ne sert à rien d'avoir des gens pour avoir des gens si ce ne sont pas des gens qui vous rapportent de l'argent. Donc le premier problème, c'est ça. C'est qu'on a toujours l'impression qu'on prépare des états financiers pour les autres. Le deuxième problème, c'est qu'on attend d'avoir besoin pour être prêt. Combien de personnes ici
ont besoin de financement? 3, 4, 5, 6. En fait, vous n'avez pas besoin d'argent, tout va bien. Il n'y en a pas beaucoup. 6 sur une quarantaine, c'est pas. 8, 9, 10. Bon, on va dire un quart. Sur toutes les personnes qui ont besoin d'argent, combien d'entre vous êtes prêts à passer la porte d'une banque ou d'un fonds d'investissement ou Un seul. 2. Je venais lui demander comme ça qu'il est prêt comment. Je vais présenter mes états, je vais présenter mon business plan. Non mais quels états? Les états financiers. Les états financiers, c'est quoi exactement? On va dire, c'est qu'on est pour. C'est ça. Les états financiers, c'est pas l'alias. C'est pas ça. C'est pas ça. Ce que les impôts te demandent, la banque va te demander plus que ça. Mais tu es prêt? Tu as ça. Vous les hommes, vous êtes toujours prêts. Vous avez toujours. Et puis quand on fouille, il n'y a pas. On est habitué. C'est ça, tu vois, ils vont toujours trouver. Sarah, tout de suite, elle a dit oui, mais être prêt, c'est quoi? Toi, tu as dit non, allons là-bas comme ça. On vous connaît. Donc, la plupart d'entre nous, on attend de se dire ok, bon, je veux me développer, je vais avoir besoin d'argent. Aïe, maintenant, comment je fais? Sauf que être prêt, ça prend du temps. Développer de bonnes habitudes, développer un système de reporting qui fait ressortir des informations pertinentes pour notre activité, ça prend du temps. Ça prend de s'essayer, de rater, de revenir, etc. Et du coup, dès lors où on le fait pour quelqu'un, mais on va chercher des informations qu'on ne savait même pas qu'on avait, etc. Ça nous demande de mobiliser énormément de temps, d'énergie, qu'on devrait en réalité passer à faire de l'argent. Et du coup, on a tendance à ne pas donner une information qui est fiable. Et la personne qui doit vous prêter de l'argent ou investir chez vous, ben, il le sent. Donc moi, si je dois investir quelque part, je me pose toujours la question, mais en fait, est-ce que la personne qui est en face de moi mettrait son propre argent? Est-ce que si la personne avait de l'argent quelque part, elle le mettrait de façon responsable, hein, pas juste en se disant bon, j'ai de l'argent, mais est-ce qu'on investirait en nous-mêmes? Et avant de prendre une décision, quand on se lève le matin, on prend sa voiture, on ne déambule pas dans la ville en fait. On prend sa voiture pour aller quelque part. Et donc, à quoi ça sert d'être en mode ok, bon, je vais faire une liasse et bon, peu importe ce qu'il y a dedans, de toute façon, je fais ça pour les impôts. Et puis le jour où on cherche à avoir un investissement, là, on commence à mettre tous ces trucs-là de côté, et puis on dit mais finalement, ça dit pas des trucs sympas. Parce que forcément, quand on prépare une information financière pour les impôts, ben, on minimise tout. Hein. On ne veut pas payer beaucoup. Okay. Sauf que ça reste. Et le jour où il faut montrer un visage, ou le visage réel, ou du moins une mariée qui est belle à voir, on se retrouve dans une situation où en fait on n'était pas du tout prêt pour ça. Et la réalité, c'est qu'à date, je n'ai pas rencontré un seul client qui, au moment où il a besoin d'argent, est prêt. Moi, je pense que le taux d'intérêt élevé, c'est un fait. Aujourd'hui, le crédit bancaire n'est pas adapté à tous les besoins. Donc, c'est moins la faute de la banque que la faute du fait qu'on est censé trouver une source de financement qui est adaptée à ce qu'on attend. Donc, typiquement, quand vous avez quelqu'un qui va chercher un crédit bancaire à 18%, c'est que l'utilisation que vous allez en faire va vous rapporter plus que ça. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, même si la banque était prête à dire « je vous donne l'argent aujourd'hui », le principe, c'est qu'il faut analyser le besoin pour se dire « est-ce que ce que je vais faire avec cet argent va me rapporter plus de 18%. » Et en réalité, là aussi, très peu de personnes le font. La plupart des PME ont moins besoin de prêts bancaires qu'elles ont besoin d'investissement en capital. Et la plupart des PME, j'investirai pas dedans, aujourd'hui. On n'est pas prêt pour ça. On n'est pas prêt pour accepter l'argent de quelqu'un d'autre. Parce que quand vous acceptez l'argent de quelqu'un d'autre, vous lui devez des comptes.
Et aujourd'hui, la réalité, c'est que très peu d'entre nous sont prêts à faire ça. Très peu d'entre nous sont prêts à se mettre la pression de mettre en place des systèmes qui dépendent de moins en moins de nous, de mettre en place des systèmes qui soient en mesure de fournir une information fiable. On fait ça quand on peut, quoi, en gros. Désolé de vous interrompre. Alors, je me présente Wilfried Akenenge. Je veux juste savoir, on parle d'état financier, je veux juste savoir, est-ce que les états financiers, selon vous, constituent le seul outil d'accès au financement d'une PME? C'est la première question. Et la deuxième, qu'est-ce que vous pensez de la notation pour faciliter l'accès au financement des PME? C'est-à-dire la notation financière des PME. Merci Wilfried. Je vais te répondre avec des questions. Donc ta première question c'était, est-ce que les états financiers sont le seul outil? Donc je suppose que... Après, quand les PME, on dit, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas cette habitude de faire des états financiers. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Après, il faudrait travailler avec les PME, les accompagner avec un système de présentation d'informations financières et comptables adapté à leur niveau et les faire avancer. Parce qu'après, c'est vrai que ce sont les oblige à un cadre rigide d'état financier. En tout cas, au niveau où on veut qu'il soit déjà, ça peut être difficile. Donc, je me dis, il faudrait peut-être proposer une présentation d'état financier minimaliste, simple, pour en fait adapter à leur niveau et les faire grimper. Et puis le deuxième volet, parce qu'après, moi je suis le CEO de Picaretti, qui est une agence de notation des PME. En fait, on a mis en place un système qui permet de noter les PME, de les évaluer, de les accompagner, de manière à donner aux investisseurs, en tout cas aux partenaires financiers, une information financière, comptable et économique fiable. Tout à l'heure, on parlait de la fiabilité de l'information. Nous, on va vérifier chaque trimestre. On va donner à la PME des outils de se construire. On va lui donner des outils de se construire de manière à l'accompagner dans sa viabilité pour pouvoir échanger de façon saine avec ses partenaires commerciaux, les fournisseurs de paiement, les partenaires financiers, la banque et les investisseurs. Alors ce que j'aime avec Wilfried, c'est qu'il est venu nous vendre son produit. Et vous avez l'impression que c'est facile, mais en réalité, ça demande le même effort que de remplir une DSF. Parce qu'à la base, s'il n'y a pas de process, il n'y a rien qui sort. Si c'est de la poubelle qui rentre, c'est de la poubelle qui sort. Et ça peu importe le mode de présentation. Moi, j'ai travaillé avec des entreprises, mais vraiment, comme on dit aux États-Unis, mom and pops, quoi. C'est la grand-mère qui fait le truc, mais qui a un suivi, elle peut te dire, au franc près. Je me souviens, donc c'était la première fois que j'ai été confrontée à cette situation, c'est une femme qui avait son business, etc. Et puis donc il y avait une partie qu'elle déclarait et une partie qu'elle ne déclarait pas. Pourquoi elle ne déclarait pas une partie de son chiffre d'affaires? Parce que cette partie-là payait des charges qui ne pouvaient pas être déclarées. Typiquement des tâcherons qui travaillaient, etc., donc, qui refusaient d'être fiscalisés, etc. Donc, la meuf de je sais pas à quel âge, elle avait déjà compris que tu sais quoi, tu peux pas déclarer les charges, mais tu peux pas déclarer le chiffre d'affaires. Tu vois, elle m'a pas attendu pour ça, typiquement. Donc quand moi j'arrive, je lui dis oui, mais bon, il n'y a pas de tableau Excel, comment elle fait, qu'elle part, elle déclare pas, comment elle reste stable d'une année à l'autre et tout ça. Elle dit oui, c'est vrai, bon, moi c'est le bon sens paysan, quoi. Je dis mais donc comment tu fais pour savoir ce que tu déposes à la banque ou pas? Elle dit quand je vois un certain niveau, là je sens que je dois déposer. Je dis voilà, on fait quoi avec ça? Je ramène tous les trucs au bureau, je fais des tableaux Excel de la muerte. Quand ça sort, exactement le même pourcentage. Mais exactement, chaque année. Le même pourcentage qui est déclaré, donc déposé à la banque, etc. Un suivi que moi j'aurais été incapable de faire à l'œil. Donc ce que je reconnais dans ce qu'a dit Wilfried, c'est que le problème aujourd'hui de la PME, c'est qu'on est tous différents.
et que donc ça nécessite, plutôt que l'entreprise s'adapte au monde, ça nécessiterait du moins que le monde s'adapte à l'entreprise. Parce que oui, tout le monde ne sait pas utiliser Excel, tout le monde n'a pas des trucs hyper sexy pour faire des reportings, mais la base en termes de process, de production de cette information financière, même si elle n'est pas délivrée de façon digeste pour une banque ou pour un fonds d'investissement de je ne sais pas combien de milliards de dollars, si elle n'est pas là, tout ça, ça ne sert à rien. Agence de notation, BSF, business plan. J'ai vu des business plans trop sexy, là, il n'y avait rien dedans. Il n'y a aucun suivi. Tout ça, ça ne sert à rien si à la base, on ne met pas une information qui soit obtenue de façon fiable et qui soit pertinente. Donc pour moi, le point, ce n'est pas la forme. On trouvera aujourd'hui, il n'y a peut-être pas assez d'outils qui soient disponibles dans nos environnements, je le reconnais. Mais en fait, la base, c'est pas ça. Parce que même en tant qu'agence de notation, quand tu arrives chez un client qui, en fait, ne note rien, ne sait pas ce qu'il a vendu hier parce qu'en fait, il a gardé aucune preuve, ne voit pas l'importance d'être bancarisé, alors qu'on est besoin de la banque tout de suite ou pas, c'est hyper important de développer une relation avec son banquier. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire, le jour où vous avez un problème, vous avez besoin de quelqu'un qui vous connaisse, qui puisse attester de votre capacité à respecter vos engagements. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on ne vole pas à la maison pour être sérieux dans son entreprise. C'est pas possible. Et la force de ce pays, c'est qu'en fait, c'est tellement petit que si vous êtes un voleur, on sait. Donc je vois certains là qui viennent me dire « Ouais, mais la banque ne veut pas me prêter. » J'ai envie de dire que le grand... On sait pourquoi la banque ne veut pas te prêter. N'allons pas là-bas, peu importe le document que je vais faire, la banque ne veut pas te prêter parce qu'on te connaît. Donc pour moi, et le message que je veux passer ce soir, c'est qu'en fait, le meilleur moment pour mettre en place des systèmes de production d'une information financière fiable, c'était avant de créer votre entreprise. Et le deuxième meilleur moment, c'est ce soir quand vous rentrez à la maison. Alors, je trouve que j'ai assez parlé et j'aimerais que vous puissiez poser des questions. Ouais, tu as encore 5 minutes? Non, mais je préfère parler après les questions. Ok. Ne suivez pas tout ça, je fais du sport parce qu'il faut être... Bonsoir, merci. Tu veux passer? Moi, je suis un peu néophyte, donc j'ai une préoccupation. J'ai entendu la présentation et j'ai une question à poser, assez simplement. Finalement, c'est quoi le but des états financiers? C'est ma première question et en fonction de la réponse, j'en aurai éventuellement une deuxième. Je veux préciser la question, tu es mon confrère ici, donc il faut gérer, je sens que ça veut sortir. Non, en fait, c'est vrai que je comprends ce qu'il a dit sur le fait qu'il a peut-être de ne pas avoir compris la réponse en fait. Sur le fait que tu n'as peut-être pas clairement répondu à la question pour lui. Sur à quoi servent les états financiers? D'accord. D'accord, je vais te demander, Wilfried. Donc, après l'analyse de tous ces éléments, vous sortez une note. C'est ça? Comment vous utilisez cette note? Qu'est-ce que, si aujourd'hui, moi, je choisis de me faire noter par Africa Ratings, qu'est-ce que je fais de cette note? Partenaire, c'est-à-dire elle est utile pour les fournisseurs, elle est utile pour les... Donc, si moi, aujourd'hui, je vais voir... C'est qui mon fournisseur? Je vais voir mon bailleur.
Est-ce que le fait d'être bien noté chez Africa Ratings fait qu'ils choisissent de me faire crédit ou de me donner un local, hein, parce qu'ils sont parfois un peu difficiles aussi. En tout cas, c'est possible. C'est-à-dire que jusqu'où... Est-ce qu'il va reconnaître la note? C'est ça mon point à la fin de la journée. En tout cas, vous avez déjà une base de discussion avec le bailleur. Mais si mon bailleur ne connaît pas Africa Ratings? S'il ne connaît pas Africa Ratings, au moins vous avez déjà une base pour pouvoir discuter. Moi aussi, je peux choisir de noter un de mes clients, en fait. Je suis expert comptable agréé, je peux décider que je fais une attestation et que je dis que mon client est bancal. Après, dans tous les cas, la note est un avis. Et puis finalement... Je comprends tout ça. Moi, mon point, c'est que finalement, on est là sur l'utilisation de cet outil. Ce que je peux dire aujourd'hui sur les états financiers, c'est que vous emmenez les états financiers dans une banque, n'importe quelle banque sait quoi faire avec. Est-ce qu'on est d'accord? Vous emmenez vos états financiers chez un fournisseur, n'importe quel fournisseur sait reconnaître une DSF. Est-ce qu'on est d'accord? Vous emmenez vos états financiers chez un client, n'importe quel client sait lire une DSF aujourd'hui. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Bon. Donc moi, mon point, c'est ça. C'est de dire, je suis consciente qu'il y a des outils qui peuvent accompagner d'autres façons, mais j'aimerais rester simple, d'abord. Je vais revenir à la question. Vanessa? Oui? Il y a Monsieur Eteno qui aimerait poser une question, si tu peux porter ton micro. Je réponds à celle qui a été posée avant ou tu veux rajouter? Alors, pour moi, les états financiers, c'est un outil de communication. De la même façon que quand tu écris en français, quelqu'un qui sait lire le français va te comprendre. Quand tu donnes tes états financiers, quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser une information financière sait l'interpréter et sait ce que ça veut dire pour lui. Donc la personne qui est intéressée par ton niveau de chiffre d'affaires saura où le trouver. La personne qui a besoin de calculer des ratios et se poser la question de ta capacité à rembourser un emprunt saura où trouver cette information pour lui. C'est un outil de communication sur la santé de ton entreprise. Merci pour l'excellente réponse. Du coup, j'ai une deuxième question. Donc, dans cette vision des choses, ça veut dire que l'état financier sert à apporter une sorte de garantie si on souhaite percevoir ou solliciter un prêt ou un financement d'une certaine entité. Qu'est-ce que tu entends par garantie? Parce qu'on parle de lecture, excusez-moi, je parle de manière très simple parce que je suis un juriste, je ne connais rien à tout ce qui est finance. Donc, en entendant ta réponse, d'accord, tu dis, les personnes en face de toi connaissent en la lecture la capacité et savent quelle serait éventuellement, à part si j'ai mal compris, la capacité de remboursement par rapport au fait qu'on vienne financer une quelconque activité. D'accord, ok. Donc, est-ce que ça se limiterait seulement à cela? Pourquoi je pose la question? Aujourd'hui, il y a la théorie et puis il y a la pratique. D'accord. J'ai tiré un papier, on en discutera tout à l'heure. Donc, il y a des fournisseurs, il y a des sociétés qui travaillent avec des partenaires qui leur fournissent certains services. En tant que juriste, en tant qu'avocat, j'assiste des sociétés, d'accord, qui vont traiter avec d'autres sociétés, qui vont passer des contrats de plusieurs centaines de millions, sans avoir au préalable, c'est pour ça que ça m'intéresse, quel est l'intérêt des états financiers, sans avoir au préalable vérifié les informations financières nécessaires concernant les dites sociétés. Ce qui fait que, prenons une entreprise de BTP, comme j'ai eu le cas récemment, une société de la place investit 800 millions de francs CFA pour la construction de différents immeubles. Ensuite, on se rend compte que la société avec laquelle, le prestataire avec lequel elle est rentrée en contrat, n'a pas la capacité nécessaire de fournir les services demandés parce qu'elle n'a même pas le matériel qu'il faut. Et vient solliciter encore auprès de cette société-là les fonds nécessaires pour financer cette activité-là. Et on parle d'une société qui pèse plusieurs milliards de francs CFA. Donc, l'État, dans ce cas d'espèce, est-ce qu'en principe, c'est pour ça que je parle de la théorie et de la pratique, est-ce qu'en principe, la société qui vient solliciter ce service-là n'aurait pas dû au préalable justement chercher à savoir
quels sont les états financiers de la société prestataire, je sais pas le français, d'accord, prestataire, afin de savoir quelles sont ses capacités justement pour s'engager dans une telle activité. Et aujourd'hui, pourquoi j'en parle? Parce qu'aujourd'hui, cette société n'a pas pu justement honorer ses engagements contractuels. Il y a eu un plan qui a été, un cahier de charges qui a été bien déterminé en disant que si dans telle période, dans tel temps déterminé, vous ne pouvez pas, voici les intérêts, du moins ces pénalités que vous devrez payer, mais impossible de se faire payer. Donc cette société a dû solliciter une autre société et pour laquelle cette fois-ci, elle a pris la peine de vérifier justement la capacité de cette dernière à pouvoir effectuer les travaux qui ont été sollicités. C'est pour ça que je pose la question de savoir, oui, en théorie, il y a une manière de fonctionner, mais dans la pratique, malheureusement, certaines sociétés qui ont pignon sur rue ne prennent pas la peine de vérifier, malheureusement, les différents états financiers des sociétés prestataires avec lesquelles elles travaillent. C'était ça ma préoccupation. Merci Noël, je trouve que c'était un très bon exemple. Je reviens vers toi. Merci Wilfried, mais la notation va servir. S'il te plaît, laisse-moi juste finir sur ça. Merci. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. On n'a pas besoin d'un tiers de confiance. Les états financiers, là ce qui s'est passé typiquement, c'est qu'il n'y a personne qui a demandé les états financiers de la société. Personne ne les a regardés. Personne ne les a analysés. La première étape, le premier point qui pour moi est ressorti de ce que Noël a dit, c'est que souvent on qualifie de PME les sociétés en fonction de leur chiffre d'affaires. Moi je ne fais pas ça. Le nombre de filiales, de sociétés, le nombre de filiales, de groupes, de multinationales qui ont les mêmes fonctionnements que nous tous ici, vous tomberiez par terre. Donc en fait, ce n'est pas une question de chiffre d'affaires, c'est une question de structuration, c'est une question de process. Moi, la plupart des fournisseurs avec lesquels je travaille n'accepteraient jamais de travailler avec moi s'ils ne pouvaient pas, d'une façon ou d'une autre, évaluer ma capacité de payer leurs services. Dès lors où vous rentrez dans une relation contractuelle avec quelqu'un, vous évaluez sa capacité à réaliser le contrat. Quand un fournisseur veut évaluer votre capacité à être son client, il va se poser la question, est-ce que vous pouvez le payer? Donc s'il n'est pas capable de lire des états financiers, oui, il doit trouver une autre façon. Mais ça, typiquement, c'est quelqu'un qui, pour un marché de 800 millions, tu as dit Noël? Tu sais pas lire la base? Je suis désolée, c'est la base. Maintenant, est-ce que y avait des informations qui étaient viciées dans les états financiers ou quoi? C'est une deuxième étape. Mais ça, typiquement, c'est que moi, le nombre de fois où je suis allée pitcher des clients, ils ont demandé mes états financiers, ils m'appellent, ils me disent non, mais tu as l'air très capable, mais en fait, tu es trop petite. Le niveau du marché qu'on veut donner, il nous faut quelqu'un, il nous faut des assurances que si tu te plantes avec les revenus que tu fais avec d'autres clients, tu peux assumer les conséquences de ce plantage. Et aujourd'hui, on est tellement gros pour toi que si pour quelque raison que ce soit, on décide d'arrêter le contrat, tu meurs. Parce que ça ne sert à rien d'aller soulever des contrats où en fait, pour moi, si aujourd'hui, je fais le traitement de la paye. Un jour, on m'a appelé, on m'a dit, ok, est-ce que tu peux faire le traitement de la paye de telle société? C'est 500 personnes. Ça veut dire que je dois embaucher 2 ou 3 personnes demain. Donc être sûr de leur capacité à réaliser tout ça, machin, ok. Dès qu'on parle de 500 personnes, on est face à une société qui, en termes de rapport de force par rapport à moi, je ne peux pas gagner. Et que du jour au lendemain, ils arrêtent ce contrat, moi je me retrouve avec les 3 ou 4 personnes que j'ai embauchées, ce que j'ai investi en termes d'outils, etc. Et en fait, je me plante. Donc en réalité, une simple lecture, mais de base, de mes états financiers, montre que je ne suis pas capable d'accepter ce contrat. C'est la base.
C'est important pour moi, en tant que chef d'entreprise, de le reconnaître. C'est important pour mon client d'être en mesure de savoir qu'il ne peut pas me confier ce marché, peu importe à quel point j'ai l'air compétente pour le réaliser. Donc, non, je ne suis pas d'accord avec Wilfried qui dit que les états financiers, ça sert à rien. Est-ce que c'est toujours suffisant? Non. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres outils? Oui. Mais les états financiers restent le langage universel dans nos environnements pour communiquer sur la santé de notre entreprise. Le jour où je pourrais me lever et aller voir n'importe qui et lui dire je suis noté par Africa Ratings et qu'il sache ce que ça veut dire, on aura une autre conversation. Aujourd'hui, la réalité, Wilfried, c'est que ce n'est pas le cas. En fait, Wilfried, je pense que ce que Vanessa essaie de nous dire, les états financiers sont un langage commun, en fait. C'est se mettre d'accord sur en fait, des références communes pour l'analyse en fait, de la santé financière d'une entreprise et son aptitude à répondre à certains appels d'offres ou autres. Permets-moi de te passer le micro. En fait, je ne veux pas faire le têtu, mais ce que je veux juste dire, c'est que les états financiers ne sont pas suffisants. Même les banquiers, alors on a échangé avec les banquiers, quand ils octroient du crédit, ils ont un département de scoring qui vont évaluer la solvabilité du demandeur de crédit. Mais on sait qu'il y a une vue qu'ils n'ont pas. Nous, dans nos process, dans la notation, le tiers de confiance, c'est que nous, on va faire de l'inventaire physique. On va aller sur le terrain pour vérifier et fiabiliser l'information qui est communiquée au banquier. Il y a des risques que le banquier ne voit pas. Je prends un exemple. Le banquier a un état financier nickel. Si l'exploitant d'une entreprise, je prends industriel, a un cours d'eau qui passe derrière son siège social et qui manipule des produits fortement polluants, les états financiers ne nous permettent pas de voir ce risque-là. Les risques de pollution des nappes phréatiques est très important. Mais le banquier dans son bureau, sur la base des états financiers, n'a pas cette visibilité-là. Donc je veux dire que les états financiers ne sont pas utiles, je veux dire, ne sont pas suffisants. Il faut ajouter aux états financiers d'autres éléments qui vont venir fiabiliser et donner une vue complète, donc à 360 degrés, des risques. Je pense que c'est le cas tout à l'heure. C'est-à-dire que les gars, peut-être, ont produit des états financiers, mais c'est là où je me dis, on a tout intérêt à regarder la question de la notation, le tiers de confiance, qui va aller fiabiliser les informations qui sont déclarées dans les états financiers. C'est vraiment c'est mon petit apport. Après, je ne veux pas faire le têtu. Merci. Merci Hugues. Je pense qu'on ne devrait pas créer un dialogue entre les agents de notation et notre invité de ce soir. Mais moi je dis, je suis d'accord avec les états financiers. Je vais vous prendre un exemple très simple. Je vends les uniformes scolaires. Alors, je veux un financement. Sur la base de quoi la banque pourra me financer? Ce n'est pas sur la base de la notation. Forcément, c'est sur la base de l'ensemble de tout ce que j'ai fait l'année dernière, tenant compte des facturiers que j'ai et l'ensemble des uniformes que j'ai vendus. Alors, à quel niveau, j'ai envie de dire, la notation peut être importante dans cette activité? Moi, je veux poser une question à notre invité. Vanessa, je pense que pour édifier tout le monde, il serait important de pouvoir éventuellement dire à qui on s'adresse les états financiers. Je demande cette question-là pour la simple et bonne raison que la première fois que j'ai fait des états financiers, c'est lorsque j'ai eu à gérer le SA, donc une société anonyme où j'ai dû, non seulement pour les impôts, mais surtout pour avoir un crédit, demander un crédit, il fallait qu'on me demande des états financiers certifiés. D'accord? Donc je pense que la véritable question, peut-être que tout le monde se pose, du moins moi, à qui s'adressent ces états financiers? Est-ce que toutes les entreprises que nous sommes quand même un panel d'entreprises différentes, avec différents statuts juridiques, quel est aujourd'hui, en fait, qui est concerné par les états financiers, tout simplement? Alors, je me présente à nouveau. Moi, j'ai créé 2 sociétés. Quand j'ai créé ma première société, c'était sur fonds propres. Je pense, à mon humble avis, et là je rejoins Vanessa, les états financiers, c'est d'abord pour nous-mêmes.
vous devez piloter votre activité au quotidien. Vous devez savoir quelle est la rentabilité de vos produits. Parce qu'effectivement, on peut travailler et ne pas gagner de l'argent. Parfois, ça arrive, hein, on s'aperçoit peut-être un peu trop tard. Donc les états financiers, je crois que de manière générale, pour une entreprise qui veut se donner une projection, il faut y arriver vers cette façon de travailler. Mais le sujet est passionnant, mais honnêtement, je pense que la problématique, elle est beaucoup plus complexe que ça. Parce qu'on a d'autres réalités. Hein. Aujourd'hui, vous avez besoin de 50 millions. Vous posez la question, vous allez voir une banque. À quel taux la banque me prête ces 50 millions? Est-ce que le marché pour lequel je postule, quel sera le taux de rentabilité derrière? Donc après, parfois, vous n'y allez pas parce que ce n'est pas intéressant pour vous. Nous avons également l'informel. Moi, je suis dans le secteur du transit. Parfois, vous voyez des factures des confrères, vous posez la question, s'il manque un zéro, il y a un problème. Parce qu'entre-temps, vous avez votre personnel. Moi, j'ai 20 personnes en tout. Vous avez la CNSS, vous avez l'impôt que vous payez, vous avez toutes les charges. Vous posez la question, comment pouvoir être en concurrence avec certains opérateurs. Donc effectivement, le taux aujourd'hui du crédit, parfois ne se justifie pas. C'est vrai, les états financiers, c'est d'abord pour vous-même. Mais ça ne suffit pas. Après, la banque regarde la qualité de vos clients. Donc on est vraiment dans un cercle vertueux. Hein. Et moi, je disais tout à l'heure, je suis d'accord avec toi, Vanessa, effectivement, le crédit, c'est bien, mais après, il faut se poser la question, en prenant un crédit de 20 millions, combien je gagne derrière? Est-ce que je gagne 60 millions? Là, oui, effectivement, le crédit 20 millions, avec les intérêts, je paierai 25 millions, et j'aurai de plus-value, ça va me permettre de dégager des capitaux propres qui vont me permettre de réinvestir. Je peux solliciter la banque une seule fois, et puis après, j'évolue de manière pratique. Mais j'ai envie de dire, les états financiers, oui, mais après, derrière, il faut aussi que les banques jouent le jeu. Vous avez une grosse multinationale, une grosse entreprise qui va emprunter à moins de 10%, et vous, on va vous proposer du 16 ou du 18%. C'est toujours au taxe, justement. Et après, on s'en sort plus. Donc, effectivement, sur ces problématiques-là, les banquiers doivent nous expliquer également pourquoi le crédit est aussi cher. Comparativement à un pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Pour ne même pas parler de l'Europe. C'est encore d'autres mondes. Donc, vraiment, c'était ma participation. Et encore, je dirais, j'ai envie de rajouter, les petites entreprises ont du mal aujourd'hui, parfois, à s'en sortir. C'est parce qu'elles ne sont parfois pas prises au sérieux. Hein. Même quand vous avez les états financiers, il suffit que votre client ne soit pas connu. Parfois, vous n'avez pas l'investissement demandé. Après, je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde le fonctionnement du pays, c'est plus facile quand vous avez quelqu'un qui vous finance à côté avec un taux plus ou moins raisonnable qu'aller solliciter une grosse banque avec parfois des intérêts. Voilà. Après, c'est vrai que les banques aussi, elles accompagnent, mais en fonction de la relation. Parfois, il y a des forçages, mais jusqu'à un certain niveau. Voilà. C'était pas une question en tant que telle, mais c'était vraiment pour renchérir en disant, honnêtement, les états financiers, on peut plus s'en passer aujourd'hui. Oui, en fait, moi je voulais juste compléter par rapport à ce que disait le frère de l'agence de notation. Voilà. Il faut dire que c'est quelque chose de nouveau. Ce qui pourrait être qualifié comme la notation, c'est quand effectivement vous montez un dossier auprès d'une banque et le gestionnaire dit qu'il vient chez vous faire l'enquête de visiter le site. C'est, je pense, ça l'équivalent de son tiers de confiance ou je ne sais pas trop quoi. Parce que culturellement, c'est nouveau. Chez nous, c'est nouveau. Donc, ça prendra du temps à se faire apprécier. Le service, tu vas le proposer, ça va être progressif. Les gens vont se rendre compte, ah bon, on peut noter, les annotations peuvent servir à ci ou ça. Parce qu'en plus, la notation, quelqu'un va se dire, mais je vais aller payer une agence de notation, elle peut pas me donner l'argent. In fine, la personne repartira à la banque et va se contenter de la petite enquête que le gestionnaire viendra faire. Bon, tu as un bureau, tu as ci, tu as 2, 3 clients. Voilà. C'est la triste réalité. C'est ce qu'on vit. Vous voulez 10 millions à la banque, elle va vous demander d'avoir 10 millions d'avoir contrôlé. Ça me sert à quoi de racheter mon argent? Je veux 50 millions, on va me demander un DAT de 50 millions. Je fais un DAT de 50 millions, c'est pour en avoir 150 ou 200.
Sinon, je paie les intérêts sur mon propre argent. Je travaille avec mon argent. De mon point de vue de juriste, les états financiers servent à vérifier la situation financière de l'entreprise. Pourquoi? L'article 664 de l'acte uniforme dit « Lorsque les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, il faut soit décider de la cessation de l'entreprise, soit de les reconstituer. » Beaucoup d'entrepreneurs ou bien beaucoup d'entreprises sont actuellement en liquidation parce qu'ils ont manqué une occasion de vérifier les capitaux propres de leur entreprise. Ce n'est que grâce aux états financiers qu'on a la possibilité de savoir à quel niveau on est au niveau de nos capitaux propres. Donc c'est aussi pour ça qu'il est exigé à chaque entreprise d'établir ses états financiers chaque année. Parce que le risque, c'est que lorsqu'on manque une occasion d'établir des états financiers, au bout de 3 ans, on peut se retrouver avec des capitaux propres largement inférieurs au capital. À ce moment, on ne peut plus reconstituer les fonds propres, on est obligé de liquider l'entreprise. Donc, du point de vue du juriste, les capitaux propres servent à ça, du moins les états financiers servent à ça. Et c'est pour ça que je revenais sur le caractère de langage universel. Comme on dit, si on se met à débattre aujourd'hui de est-ce que le français c'est important, est-ce que l'anglais c'est mieux, est-ce qu'il vaut mieux parler chinois, à la fin de la journée, il faut parler de la langue que les autres comprennent. Donc si moi je décide qu'il y a 1 milliard de personnes qui parlent chinois, donc je veux parler chinois, et que je choisis de vivre ma vie au Gabon, ça ne va pas me servir à grand-chose. Et en fait, le débat n'est pas dans est-ce que le chinois est bien, est-ce que le français est bien, c'est que là où je suis, est-ce que c'est la langue qu'on parle? Pour moi, le débat s'arrête là. Exactement. Je reviens sur la question de Philippe sur les états financiers pour une SA. Techniquement, Philippe, les états financiers, dans le cas spécifique d'une SA, et là je parle sous le contrôle des juristes, l'importance naît avant que tu ailles chercher des financements. Parce que les SA sont la forme de société la plus réglementée de l'espace web, avec ou un administrateur général ou un conseil d'administration, à qui tu dois présenter des comptes de façon extrêmement formelle. Donc en fait, la chance que tu as eue de ne pas présenter d'état financier, c'est qu'en fait, tu n'avais pas des actionnaires ou des administrateurs qui décident de te rendre la vie difficile. Parce que sinon, rien que le fait, on appelle ça l'absence de communication, enfin un défaut de communication, parce que tes actionnaires ou les administrateurs dans ton conseil vont décider que la loi ne te laisse pas la latitude de gérer une SA et de pas, en réalité, la loi ne te laisse pas la latitude de gérer une société commerciale sans faire un point une fois par an pour venir dire à quelqu'un, y compris à toi-même. Parce que moi, je suis associée unique et gérante d'une SARL, et je suis censée faire une réunion avec moi-même chaque année pour me dire combien j'ai gagné, combien j'ai dépensé et où est-ce que je vais l'année prochaine. C'est pas, je veux dire, c'est d'abord pour ça. Et en fait, en réalité, la banque est censée vérifier que ce sont des questions que tu te poses. Donc, dans le cas d'une SA, on va te dire, ok, il faut tes états financiers, mais il faut aussi le dernier PV de ton conseil d'administration, le dernier PV de ton assemblée générale, parce que ce sont toutes ces instances qui prennent des décisions. Et si tu n'as pas ça, ça veut dire que tu n'as pas les process en place qu'il faut, tu n'as pas les process en place pour emprunter de l'argent et suivre comment tu le rembourses. Il y a de grandes chances que quand la situation financière de ta société va se dégrader, tu ne vas pas t'en rendre compte avant qu'il soit trop tard. Parce que trop de personnes se retrouvent... Parce que quand on parle de les capitaux propres qui sont à la moitié du capital social, finalement, c'est qu'une constatation. Mais je ne connais pas de société dont les capitaux propres sont à la moitié du capital social en fin d'année et qui ont passé une bonne année. Typiquement, le mec, il n'a pas dormi de l'année, en fait.
tous les mois, il s'est demandé comment il allait payer ses salariés. À chaque fois qu'il avait un nouveau contrat, il se demandait comment il allait financer le matériel ou les ressources de façon générale. Donc, tous ces moments qu'on vit en tant que chef d'entreprise, ça se voit dans les états financiers. Merci pour ta réponse pour le cas d'une SA. En fait, je voulais demander, ça concernait qui en global? Est-ce que c'est toutes les entreprises qui étaient concernées par les états financiers? Et à quel moment elles étaient concernées par ça, tout simplement? Je répète, c'est d'abord pour toi. Qu'on soit une entreprise, une société commerciale, c'est d'abord pour toi. Si tu ne sais pas où tu en es, tu ne sais pas où tu vas. Ça, c'est la première étape. Ensuite, quand tu es une société commerciale... Les mini-conversations sont à proscrire, s'il vous plaît. Quand tu es une société commerciale, tu as la loi te demande de faire un point, une communication sur les états de tes finances et sur ton activité une fois par an. Donc oui, avec des états financiers, mais pas que. Aussi avec un rapport qui dit voilà ce qui s'est passé et voilà un peu les perspectives du marché et voilà où je vais. En fait. Donc les états financiers, là où je rejoins Wilfried, c'est que les états financiers, il n'y a pas que ça. Donc oui, ce sont des chiffres, mais en fait derrière les chiffres, il y a toute une histoire. Donc en fait, pour en revenir à l'allégorie du langage, quand tu parles français, c'est parce que tu as une pensée que tu veux exprimer, en fait. Et donc oui, si aujourd'hui on parle et qu'en fait tu me donnes une succession de mots qui ressemblent à rien, techniquement, tu as parlé, mais tu n'as pas parlé français, je n'ai pas compris. Tu vois? Donc, l'importance derrière, c'est que les états financiers servent à traduire tout ce qui s'est passé. Sauf qu'au moment où on arrive aux états financiers, la plupart du temps, c'est trop tard. La loi dit que tu dois faire une assemblée générale 6 mois après ta clôture. Okay? Moi, je suis administrateur dans certaines entreprises. Quand on arrive 6 mois après et que le gars me dit, en gros là on est en avril, on fait un conseil d'administration, il me dit ok, il s'est passé ça en 2022, blablabla. Il a fini sa présentation, je lui dis et puis je fais quoi de ça en fait? Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est bien, je sais ce qui s'est passé en 2022, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce que j'évalue ta capacité à suivre. À savoir qu'il s'est passé ça en 2020, il s'est passé ça en 2021, il s'est passé ça en 2022. Quand tu fais des états financiers, tu dois reconnaître ce qui se passe. C'est-à-dire, tu commences à voir ton chiffre d'affaires a évolué comme ça. Tu commences à te dire, ok, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Là, c'était le Covid. Là, c'était l'après-Covid. Là, c'était... Tu vois, aujourd'hui, quand tu vois, on te dit, ok, voilà les états financiers d'un restaurant en 2019, 2020, 2021. Tu dois voir le Covid dans les chiffres. Avec les chiffres, tu dois savoir est-ce que c'était au Gabon où on a fermé tous les restaurants ou bien est-ce que c'était à Douala. Tu vois? C'est d'abord pour toi. Ensuite, c'est pour les tiers, tous les tiers. Donc bien sûr, les banques utilisent les états financiers plus que d'autres parce qu'elles doivent évaluer notre habilité à rembourser un crédit. Mais oui, Wilfried a raison sur ce point-là, ce n'est pas toujours suffisant. D'ailleurs, les banques ne devraient pas se limiter aux états financiers qu'ils lisent derrière leur bureau sans jamais savoir ce qui se passe dans nos entreprises respectives. Mais je ne vais pas faire la guerre aux banques ce soir. Le point, c'est que c'est pour tout le monde. Moi, j'ai des clients pour lesquels on met en place, donc ce qu'on fait chez Lixis, on appelle ça la direction financière déléguée. Parce que dans ma carrière, j'ai réalisé que venir après, j'ai commencé ma carrière en audit. Et je trouvais que le commissariat au compte, c'est mignon et tout ça, mais bon, dans nos environnements, je ne sais pas à quoi ça sert. Parce que tu arrives toujours trop tard. Pour dire à quelqu'un, tu n'aurais pas dû faire ça l'année dernière. Et c'est un peu tard. Moi, ce que je veux faire, c'est m'asseoir à côté de toi et te dire, écoute, ce que tes états financiers de telle année me disent, c'est qu'il faut peut-être qu'on aille dans cette direction. Et maintenant, on va s'asseoir tous les mois et regarder où tu vas, comment tu y vas, et est-ce que la stratégie qu'on a définie est la bonne. Donc pour revenir au client que j'avais en tête, on a un client, on a une société qu'on accompagne qui est une société de femmes de ménage. Donc
L'histoire des femmes de ménage a commencé avec un client que je pitchais en disant qu'on peut l'accompagner, machin, c'est une grande société de la place. Le gars me regardait tous les jours, comment je suis mignonne, mais pas tant que ça, en fait. Et donc, non, il ne veut pas travailler avec moi. Et puis un jour, il m'appelle, il dit, ok, viens dans mon bureau, ok. Et puis il fait rentrer une femme, il m'explique qu'elle est femme de ménage, et qu'en fait, elle était mise à disposition par une société prestataire. Et ce qui se passe dans la loi au Gabon, c'est que quand vous avez un fournisseur qui met à disposition du personnel chez vous, vous êtes co-responsable des charges sociales. Si cette société ne paye pas ses charges sociales et qu'au moment où la CNSS vient vous auditer, ben vous devenez responsable du fait de ne pas avoir demandé à ce prestataire de vous prouver qu'il payait ses charges sociales. Donc en gros, la grande société de la place se retrouve en audit social. Bien sûr, le prestataire n'avait pas payé ses charges sociales, donc il se retrouve co-responsable, il se retrouve à avoir les payer, le DG pète un câble, et au moins il pète un câble, la femme de ménage est dans son bureau. Et elle lui dit, mais monsieur, c'est même pas tout, hein. En fait, voilà, vous les payez tant, mais en fait, nous, ils nous payent tant, et en fait, des fois, ils ne nous donnent pas la totalité de nos salaires. Enfin bref, le cauchemar de tout DG, quoi. Et donc lui, il se dit, mais moi, je peux pas vouloir faire quelque chose au Gabon, faire avancer ce pays, et puis donner de l'argent à une grande société qui en fait maltraite les mêmes Gabonais que moi je dis pour lesquels je veux travailler tous les jours, c'est pas possible. Et en fait il parle à haute voix à la femme et puis il dit oui mais vous les Gabonais vous êtes toujours comme ça, aujourd'hui si je te dis que je vire ton patron et je te mets, qu'est-ce que tu vas dire? Mais en fait il se parlait à lui-même et la femme elle a dit mais je vais dire oui. Sauf qu'il est bien conscient qu'elle sait bien faire le ménage mais qu'elle est incapable de gérer une entreprise. Donc il m'appelle. Au moment où il m'appelle, il m'explique tout ce que je viens de vous dire et je le regarde parce que je ne comprends pas ce qu'il veut que je fasse avec une femme de ménage en fait. Et donc il me dit ce jour-là, en fait, donc toi tu viens me dire que tu es à fond sur la condition féminine, l'autonomisation économique de la femme, mais en fait dès qu'on te met au pied du mur, tu sais pas faire quoi. Puis comme j'ai un peu d'amour propre, ça m'a piqué. Donc je suis rentrée à la maison, j'ai réfléchi, je suis revenue, j'ai dit écoute, dans cette situation-là, ce qu'il faut faire, c'est sécuriser le cash. Parce que toi, en tant que client, ton plus gros risque, c'est que tu vas payer cette femme et que le jour où tu la payes, on lui dit que est-ce qu'on pourrait, à défaut d'écouter, s'abstenir de parler à son voisin. Merci. Donc, je lui dis, le plus gros risque auquel tu fais face, c'est que tu vas payer cette femme. Et quand elle va rentrer à la maison le soir, on va venir lui dire qu'il y a un problème au village. Et en fait, elle va être dans la situation où elle doit choisir entre faire évoluer une société, ce qui est un objectif à long terme, et son problème à court terme là tout de suite. Et donc, elle va dépenser cet argent et elle ne sera pas en mesure de réaliser le marché pour lequel tu l'appelles. Et on va rencontrer un tas d'autres problèmes parce que les banquiers ne voudront pas ouvrir un compte parce qu'en fait, ils ne la connaissent pas, elle n'a aucun background dans les affaires et qu'en fait, ils vont se dire, mais dès qu'on va lui donner un compte, elle va venir récupérer tout l'argent et en fait, voilà. Les fournisseurs ne vont pas vouloir travailler avec elle. Donc, la seule façon dont on peut faire ça fonctionner, c'est mettre en place un contrat tripartite où cette femme, elle devient obligée de travailler avec lui. Nous, on a la co-signature sur son compte bancaire. En gros, elle ne peut pas sortir 100 francs si moi, je n'ai pas de livre. Le contrat qu'elle a avec son client mentionne que si elle arrête de travailler avec moi, elle perd son contrat. Et moi, je m'assure qu'elle a constamment l'argent pour réaliser sa prestation, payer ses fournisseurs, et seulement après tout ça, elle se sert. Je me suis disputée avec cette femme pendant les 3 ans qui nous ont liés dans ce contrat. J'ai tout eu sous le soleil. Là, elle a mal aux dents, il lui faut 1 million pour aller soigner ses dents. Elle a un oncle qui se présente aux législatives. Si elle finance sa campagne, il va vraiment l'aider, elle aura des marchés, donc il faut absolument qu'elle finance sa campagne. Et l'oncle en question est en costume dans mon bureau. Elle veut acheter une voiture avec quelqu'un qui n'a pas la carte grise ou la carte grise n'est pas à son nom. Elle veut acheter un terrain de quelqu'un dont elle n'a jamais entendu parler, où il n'y a pas de titre foncier, elle ne connaît pas le mec, elle veut lui remettre l'argent en cash. Enfin, tous les jours, j'avais un problème. Et il a fallu 3 ans
de combat quotidien pour faire comprendre à cette femme qu'elle était incapable de gérer une entreprise et qu'en fait, il fallait qu'elle nous laisse lui apprendre. Aujourd'hui, elle a plus d'argent à la banque que moi, genre mon entreprise et moi-même réunis. Elle a une maison, elle a une assurance maladie, elle a une retraite complémentaire. Et tout ça, ça a été possible parce qu'on a sécurisé le cash, parce qu'on a protégé son entreprise d'elle-même. Et parfois, en réalité, tout ce qu'il nous faut, c'est d'être protégé de nous-mêmes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, les pires décisions de business que j'ai prises, c'est quand j'avais de l'argent. Parce que quand on a de l'argent, on ne réfléchit pas. Voilà. Les process de fais 3 devis avant de prendre la décision de quel fournisseur tu vas prendre, on ne fait pas. Il y a l'argent, on dépense. Quand on n'a pas d'argent, on devient mais ingénieux à souhait. Et à ceux qui parlent de problèmes avec les banques, moi j'ai une réponse, c'est le BFR. Travaillez l'argent qui tourne. Faites-vous payer. Retardez le paiement à vos fournisseurs. Vous serez étonné de la force de ce truc. Ensuite, choisissez des clients qui parlent aux banques. La question de oui, le client est petit et du coup la banque ne veut pas me payer, oui, c'est dommage, mais c'est comme ça, parce que c'est un risque. Si toi tu es banquier et qu'on te dit oui, mon client c'est Vanessa, ben, tu ne connais pas Vanessa et tu ne peux pas évaluer la capacité de Vanessa à te payer. Si tu dis mon client c'est Total, la banque se dit tu sais quoi, non seulement je connais Total, mais Total c'est aussi mon client. Donc quand ça va exploser, je sais où est Total, je sais comment aller les voir pour éventuellement me faire payer. Donc mon seul risque devient ta capacité, toi, à faire ce que Total te demande dans le cadre du contrat. Donc, toute mon analyse en tant que banquier change et je me focalise sur le risque que dit ton contrat et comment est-ce que toi tu as la capacité de réaliser le dit contrat. Et quand tu commenceras comme ça, bon après, oui, peut-être qu'ils te feront confiance quand ton client ce sera Vanessa, mais commence avec Total. Et quelqu'un m'a posé une question tout à l'heure et pour moi, la réponse c'est ça, c'est que vous avez un marché avec une marge de 12%, la banque vous propose un crédit à 18%, non, ça sert à rien. Le crédit bancaire, c'est pas pour vous. Après, il y a d'autres produits bancaires qu'on néglige. Donc il faut questionner son banquier, le challenger. C'est pour ça qu'il faut avoir des amis banquiers. Parce que si c'est pas votre ami, il va pas se laisser challenger. Il faut challenger les banquiers sur les différents produits qu'ils ont et quel serait le produit qui est le mieux adapté à votre situation. Parfois, il faut aussi voir son client. Parce qu'en fait, il y a des clients qui considèrent qu'ils sont prêts à travailler avec vous, ils sont prêts à mettre les moyens pour travailler avec vous. Donc ça peut être des paiements d'avance, ça peut être des contrats tripartites avec le fournisseur, où en fait le fournisseur met le matériel à disposition de votre client, et vous ne faites que l'utiliser dans le cadre du marché. Je trouve qu'on devient des monstres d'ingéniosité quand on n'a pas d'argent. Et c'est pour ça que je parle de ce trigramme, parce que finalement, l'argent pour l'argent, en règle générale, ça ne nous sert pas beaucoup. On a toujours l'impression qu'on n'arrive pas à faire quelque chose parce qu'on n'a pas d'argent, ou que si on avait plus d'argent, l'argent est toujours petit. L'argent est et sera toujours petit. Et la question qu'il faut se poser, c'est que l'argent dont je dis avoir besoin aujourd'hui, est-ce que, objectivement, je suis en capacité de l'absorber? Donc moi, j'aimerais bien faire multiplier mon chiffre d'affaires par 10, mais en fait, est-ce que j'en ai tout de suite là, en une fois, la capacité? Et les états financiers, quand on les analyse aussi pour nous, ben ça nous donne cette information en fait. Même moi, en tant que professionnel, parce que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, je me retrouve toujours dans une situation où je dois regarder mes états financiers, je me dis ah ouais, j'avais pas vu ça venir, j'avais laissé ça passer. Je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait la conséquence de ça, c'était ça. Parfois, par exemple, on a un gros marché, mais nous aussi, on doit se poser la question de la santé financière de nos clients. Et la santé financière de nos clients, des fois, c'est juste leur capacité à nous payer dans les temps. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut la peine que je réalise un marché de 1 milliard
si on va me payer dans 5 ans. Et si en fait, quand on va me payer dans 5 ans, je pense qu'on voit tous de quel client je suis en train de parler, on me dit, tu sais quoi, on te devait 1 milliard, mais on va te payer 800 millions. Et qu'en fait, on sait très bien que pour réaliser ce marché de 1 milliard, ça va me coûter 500 millions, 600 millions. Il faut les trouver, je ne les ai pas. Je vais emprunter à 18%, parce qu'au moment où on m'a parlé d'1 milliard, je suis devenu fou et j'ai dit je vais être milliardaire. C'est souvent ce qui arrive dans ces cas-là. Et qu'en fait, on se retrouve en faillite. J'aime bien qu'on ait posé ce mot. Mais en fait, on n'était pas prêt. Mais c'est juste qu'on n'était pas en capacité d'accepter un marché d'1 milliard. On n'était pas prêt. Donc les états financiers, c'est d'abord pour nous. D'abord pour nous. Et les états financiers, c'est pas toujours une DSF. Beaucoup de gens ne savent pas lire la DSF, enfin, c'est pas digeste. Les états financiers, c'est la base. Qu'est-ce qui est rentré? C'est quoi mes revenus? Qu'est-ce que j'ai dépensé par nature? Donc, moi, j'aime dire que les états financiers ne vont pas ressembler à la même chose toujours pour tout le monde. Mais on a toujours ces mêmes lignes qu'on va regarder. Le chiffre d'affaires, on le trouve. Les dépenses totales, on le trouve. Le résultat net, on le trouve. Mais j'aime aussi dire que la compta, c'est magique. La seule réalité, c'est les revenus. Qu'est-ce que vous avez gagné? Parce que tout le reste, c'est une opinion. Venez me voir, je vais vous dire, vous voulez quel résultat? Alors on va faire ça, il n'y a pas de problème. Ok, rendez-vous à Gabon Mining alors. Il n'y a pas de problème. Mais les revenus, là, on ne peut pas mentir. Ce que vous avez gagné, on ne peut pas créer du chiffre d'affaires. Ok. On va prendre peut-être une dernière série de questions et s'arrêter là parce qu'on avait prévu la clôture à 20h35, on est bientôt là. Alors Frédéric Ayondenga. Oui. Alors, en fait, ce n'est pas une question. C'est parce que je réagis un petit peu à ce qu'elle disait tout à l'heure. Elle disait que lorsqu'on approuve les comptes en mai ou en juin, on a déjà 6 mois d'activité. Donc c'est toujours intéressant de ce moment-là de se poser la question, de dire ok, on a fait ça l'année dernière, comment ça se passe aujourd'hui. Mais je voulais revenir là-dessus, sur le fait que les états financiers, c'est une situation à une date. Et par rapport à ce qu'elle disait sur le fait de penser son business, il y a quelque chose que les sociétés ne font pas suffisamment, et les PME pas du tout, et c'est une grosse aberration, c'est ce qu'on appelle les budgets. C'est bête, mais on commence une année au 1er janvier, on ne sait pas combien on a gagné, on ne le saura peut-être que le 30 avril lorsqu'on va déposer l'alias, et en vérité, on ne sait même pas combien on veut gagner l'année prochaine. On n'a aucune idée, on ne se projette pas. Donc ça, je voulais juste revenir dessus pour dire que c'est important de faire des budgets. C'est quasiment important de faire des business plans. La différence entre un budget et un business plan, si j'ai envie de dire, c'est un budget sur 3 ans peut-être. C'est régulièrement, ça c'est un conseil que je donne aux PME, c'est de régulièrement faire des points grâce à ces états financiers pour savoir où on en est, mais faire des points sur son business et se dire où est-ce que je vais dans 3 ans, se donner une direction. Parce que j'ai une expérience business aussi. Ça fait 2 ans. Là, je vais arrêter mes états financiers. Je suis en discussion avec mon expert comptable pour savoir quel est le résultat qu'on va trouver. Hein. Voilà. Mais aujourd'hui, après 2 ans, et après avoir cravaché pendant 2 ans, en ayant vu toutes les erreurs que j'ai pu faire, je suis en train de discuter avec mon associé et de lui dire, bon, on arrête, on fait une situation au 31 mars, premièrement, pour savoir où on en est les 3 premiers mois, mais surtout, on prend 1 mois pour repenser notre business. Est-ce qu'on a le bon produit? Est-ce qu'on exploite correctement le produit? Ou est-ce que les deux années de perte qu'on a fait, sur quoi on les a faites? Et là, effectivement, les états financiers et l'expert comptable peuvent être une aide très importante pour identifier les erreurs de gestion qu'on a fait. C'est ce qu'elle expliquait tout à l'heure sur le fait de se protéger soi-même et de se dire, bon, ben, comment je vais faire pour cette année faire du chiffre et pour les 2-3 prochaines années. Donc, je voulais mettre, après les états financiers, mettre un petit peu de perspective sur la discussion qu'on a eue. Et j'ai une demande, Hugues. C'est une demande personnelle, hein. Mais est-ce que la prochaine fois, on pourrait écouter Wilfried?
à un moment ou à un autre. Parce que je suis du clan de Vanessa, mais il a dit certaines choses très intéressantes, c'est-à-dire que le jour, et Vanessa l'a dit, les banques ne sont peut-être pas encore très au fait, mais le jour où on pourra, une PME pourra aller à la banque et dire je suis noté A par Africa Rating, je ne vais pas dire qu'il n'y aura même pas besoin de donner les états financiers, mais ce sera déjà, ils sauront que dans cette note, il y a la prise en compte des états financiers, mais il y a la prise en compte de beaucoup d'autres choses qui peuvent être les aspects commerciaux, business, aspects environnementaux, tous les risques qui sont liés en fait à l'exploitation. Et voilà, donc je pense que, à partir du moment où on estime, aujourd'hui il paraît que ce sont les PME qui font l'économie, je pense que et que les banques ne financent pas l'économie, ne financent pas les PME, je pense que l'agence de notation peut être quelque chose de très intéressant. Mais Wilfried, il ne peut pas faire de notation sans des états financiers fiables. Tout à fait. Merci Frédéric. Je pense qu'il n'y a pas d'antagonisme entre Vanessa et Wilfried. Wilfried, tu es d'accord avec moi qu'il n'y a pas d'antagonisme entre elle et toi. C'est un continuum collaboratif de l'expert comptable jusqu'à l'agence de notation financière. J'aurais envie de dire, même pour continuer dans les métaphores, tu as parlé du langage, enfin des langues, différence de langue. C'est un peu la même différence qu'on aura entre le mathématicien et le physicien, en fait, entre vous deux. C'est ça, lui il prend plus des paramètres que le monde idéal du mathématicien ne prend pas en compte, en fait, la matérialité. Donc je pense qu'il n'y a même pas une réelle querelle, c'était très enrichissant. C'est vrai que Wilfried est dans aussi d'une logique commerciale et marketing où il est venu vendre Africa Ratings. Donc je comprends bien qu'il défendait son produit, mais moi personnellement je n'ai pas vécu ce débat comme quelque chose d'antagonique. Voilà. Dernière question et on va clôturer le Q&A. Alors Vanessa, je voulais juste avoir ton avis. Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de certifier ces états financiers? Dans la mesure où par exemple, dans une demande de financement avec une banque, vous savez, on peut manipuler tous ces états-là. Donc on peut présenter des états qui ne soient pas la réalité de nos activités. Donc est-ce que tu penses qu'il faudrait peut-être les certifier? Je vais te demander de préciser ta question. Est-ce qu'il faut les certifier? Pourquoi en fait? Pour avoir la réalité exacte. Parce que tu sais, tu vas chez, par exemple, tu vas payer tes impôts, ils te demandent quoi? Ils te demandent d'avoir des comptes certifiés des états certifiés par un cabinet ou un expert comptable. Dans la mesure où tu veux faire un emprunt bancaire, tu peux manipuler tes états financiers et aller présenter au banquier des chiffres qui ne relatent pas la réalité. Comme Enrad. Est-ce qu'il serait nécessaire à les certifier? Vanessa, pour poursuivre avec la métaphore des langues, oui, tu as dit à Wilfried, il faut parler la langue du pays où on agit. C'est-à-dire, il ne sert à rien de parler chinois au Gabon alors qu'il faudrait parler français pour te faire comprendre. Mais en même temps, même si tu sais parler français et que j'accepte de parler français, tu peux mentir en français. Et c'est, je crois, un peu ce qu'est en train de dire Patrice. On peut faire dire aux états financiers aussi parfois un petit peu ce qu'on veut. C'est l'optimisation. Je te laisse la liberté de tes propos. Ok. Moi, je suis assez d'accord, Liv, en fait. Je veux dire, le pouvoir de la langue, c'est justement ça. On doit reconnaître le talent de la personne qui parle bien et qui te fait gober tout ce qu'il dit. Ce sont les règles du jeu. Donc, est-ce qu'il faut faire certifier ses comptes? Je vais me faire taper dessus par le Conseil de l'Ordre, mais moi, enfin, pour la certification par un commissaire aux comptes, pour des PME, je ne trouve pas ça très pertinent. La raison pour laquelle je ne trouve pas ça très pertinent, c'est que souvent, on vient auditer des états financiers qu'on sait qu'ils n'ont pas été préparés correctement, on le sait. Les process ne sont pas là, enfin, on le sait. Donc en fait, c'est la poubelle qui rentre et c'est la poubelle qui sort. Et puis quand... Oui, c'est une opinion.
Donc en réalité, il n'y a pas de... C'est pas parce que des comptes sont certifiés qu'il ne s'est rien passé de mal, qu'ils sont forcément réels. Et en fait, dans tout ça, ça reste le langage, il y a des règles. Tout à fait. Donc quand tu lis le rapport du commissaire aux comptes, il faut... Exactement. Exactement. Et toujours sur Enron, on sait qu'Arthur Andersen, le cabinet était de connivence, il a protégé pendant des années de faux états financiers. Donc effectivement, donc, tout ça même la certification aussi est n'empêche pas falsifiable. l'esprit critique en fait. Et là je reviens sur ce qu'a dit Wilfried tout à l'heure, il a parlé de tiers de confiance. Pour moi c'est ça qui est important. Que dans certaines situations le tiers de confiance soit le commissaire aux comptes, très bien. Que dans certaines situations le tiers de confiance soit l'expert comptable, très bien. Que dans certaines situations, le tiers de confiance soit la société de notation financière. Eux, ils ne sont pas tiers, c'est eux qui sont dans la transaction. Mais il faut quelqu'un qui soit en dehors de tout ça et qui puisse dire, avec des paramètres objectifs, voilà ce qui s'est passé. Dans d'autres pays africains, ils ont mis en place ce qu'on appelle le visa fiscal par l'expert comptable. Pas forcément dans un but de dire ces comptes sont vrais. Parce qu'en fait, la vérité, c'est relatif. On va s'asseoir, Freddy et moi, sur des comptes, on va peut-être pas tomber sur le même résultat net. Parce que il y a une latitude, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'il y a des états financiers qui sont faux et les autres ne sont pas faux. C'est que, bon. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, l'idée par exemple du visa fiscal, c'est de se dire, tu ne vas pas avoir la latitude d'emmener état financier numéro 1 au banquier, état financier numéro 2 au fournisseur, état financier numéro 3 aux impôts. Il y a une seule personne qui est là pour dire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de visa fiscal et parce que la notation financière n'est pas forcément très avancée, que les gens vont dire, moi ce que je connais c'est des états financiers certifiés. Si tu m'emmènes ça, je vais te faire confiance. Parce que le tiers de confiance aujourd'hui qui est connu de tous, c'est le commissaire aux comptes. Ça ne veut pas dire que les choses ne doivent pas changer, ça ne veut pas dire que les choses doivent évoluer, mais l'idée du tiers de confiance, c'est quand même un paramètre qui est important. Ok, merci beaucoup. Bon, malheureusement, on est obligé de clôturer. Oui. Alors, juste la dernière de Martial, non, mais vraiment, on va clôturer. Oui. Finalement, comment organiser et structurer son business pour avoir des états financiers fiables? Merci. La base, quoi. Voilà, parfait. On échange déjà les numéros, on règle ça demain matin. Voilà. On ne dure pas dans mauvais rêve. Rappelle, c'est à quel étage déjà? Deuxième étage, Gabo Mining. Ok. Alors, bon, merci beaucoup Vanessa pour ton intervention. Merci beaucoup pour nous avoir sensibilisés à l'importance de l'information financière. Pour clôturer, je vais juste te demander une chose. Une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable. Quel est le message que tu as envie de laisser dans les esprits de chacun d'entre nous avant qu'on ne se sépare? Merci. Il faut vous pardonner d'avoir mal fait avant. Maintenant, vous m'avez rencontré, votre vie a changé. Donc, il faut faire mieux maintenant. Rendez-vous à Gabon Mining. Merci. Robert, tu sais que ta vie a changé ce soir.